Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des conversations. Les conversations sont un nouveau format d'échange organisé par Singularité HFT et Hotel & Lodge. Chaque mardi et chaque jeudi à 18h, on prend 30 minutes avec un acteur de l'hôtellerie et de la restauration et du tourisme pour échanger autour de la crise que nous vivons et comment nous allons bâtir une économie touristique plus résiliente, à impact positif si possible. Je suis Pascale Boissier, je suis membre de Singularité HFT et spécialiste des sujets innovation et transition. Et je suis du coup très heureuse de recevoir aujourd'hui Laurence Berlemont. Laurence qui est fondatrice du cabinet d'agronomie provençale et fondatrice aussi d'un nouveau projet dont on va parler qui s'appelle Potager et compagnie. Merci beaucoup Laurence d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai qu'on est très nombreux aujourd'hui à s'interroger beaucoup sur notre autonomie, notre résilience alimentaire, évidemment la qualité de l'alimentation et la qualité de ce qu'on consomme, et puis de l'impact que peuvent avoir les activités agricoles aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis quelques années, on voit se multiplier des projets en lien avec l'agroécologie, que ce soit l'agriculture urbaine, des fermes périurbaines, le développement des circuits courts, de la vente directe, des tas de nouveaux modèles, on va dire, autour de nos modes de production, nos modes de consommation, de distribution. Et c'est vrai qu'on avait envie de s'interroger aujourd'hui sur quelles pouvaient être les implications pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et comment, en fait, l'hôtellerie et la restauration pouvaient devenir des contributeurs aussi actifs à la transition agricole. Donc, merci encore, Laurence, de nous aider à explorer ce sujet. Et pour commencer, comment allez-vous? Je crois que dans le Var, chez vous, et comment vous avez vécu les dernières semaines écoulées dans ce contexte si particulier qui est le nôtre? Alors, merci déjà de cette invitation. Écoutez, nous, dans le monde agricole, nous, on est viticulteurs, œnologues, on travaille dans les domaines viticoles. La question s'est pas vraiment posée parce qu'on on peut pas demander à la nature et à la vigne d'arrêter de pousser. Donc, tout le monde a continué de travailler. Les salariés, les collaborateurs, les méthodes ont un peu changé puisque on a arrêté les covoiturages dont on était très fiers pour économiser de l'essence et des kilomètres. Il a fallu rediviser les équipes dans les voitures, donc on n'est plus que 2 par voiture, alors qu'on pouvait monter jusqu'à 7. Des fois, on était très contents de monter à 7. Mais donc, il a fallu arrêter un petit peu pour un moment ces covoiturages. Beaucoup plus de visioconférences par rapport à des réunions en présentiel, mais le travail effectif, le travail réel sur le terrain, lui, n'a absolument pas bougé. On a sur 35 collaborateurs du cabinet d'agronomie provençale, il y avait 2 personnes vraiment arrêtées et puis 2 personnes qui étaient 2-3 personnes qui étaient avec 20 ou 30% de moins de travail, mais pas plus. Tous les autres ont travaillé complètement. Donc, ça a continué pour vous. Alors, justement, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes fondatrice du cabinet d'agronomie provençale et depuis l'année dernière, d'un nouveau projet avec votre associé Julien Vert qui s'appelle Potager et compagnie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours qui est assez passionnant et de comment vous êtes arrivé à cette nouvelle aventure entrepreneuriale dont vous allez nous parler aujourd'hui? Alors, le cabinet d'agronomie provençale, je vais essayer de résumer 25 ans d'activité. Le mieux que je peux. Donc, en fait, je suis ingénieure agronome, œnologue, et donc j'avais créé avec un associé qui est maintenant à la retraite, mais on avait créé il y a 25 ans un cabinet conseil en œnologie. Et avec dans l'idée de ne pas faire que de l'œnologie, mais travailler plus en amont sur vraiment la vigne elle-même, puisque l'œnologue au départ travaille plutôt sur les vins, mais de travailler là plus sur quel cépage, quel terroir, quelle préparation, quel travail à la vigne. Et donc on avait commencé à 2, et puis voilà, le cabinet s'est agrandi, s'est développé. Nous occupons à peu près de 70 propriétés actuellement sur PACA et un petit peu à l'étranger.
Et comment est né alors le projet Potager et compagnie? Je crois qu'au départ, c'était un projet propre à l'entreprise qui était de créer une manière de nourrir les collaborateurs et de faciliter l'accès à des produits de qualité qui pouvaient être cultivés directement sur place, c'est ça? Mm. Alors l'idée, en fait, l'idée a débuté quand on a emménagé dans des nouveaux locaux. C'était en 2014, dans une jolie petite ferme qui s'appelle la ferme Saint-Georges, qui est située au Val. Donc le Val, c'est un petit village de 4500 habitants au nord de Brignoles. Et parce que grossissant, les collaborateurs, il fallait que je leur trouve de l'espace et un peu de bureau. Donc on a acheté une ferme, une petite propriété de 15 hectares, et dans la ferme, on a mis les bureaux. Et c'était très sympa, on avait de la place. Et autour des bureaux, il y avait des terrains qui avaient été cultivés, mais qui n'étaient plus cultivés depuis quelques années. Et on trouvait ça dommage, parce qu'on était, nous, on est ingénieurs agro, on est baignés là-dedans. Et c'était sympa d'avoir des bureaux dans une ferme, mais que les terres autour ne soient pas cultivées, c'était un petit peu frustrant. Donc, voilà. Et donc on a décidé, on s'était dit, ça serait sympa que ces terres soient cultivées et nous fournissent nous en légumes bio, puisque tous nos clients sont bio ou en conversion bio. Donc ça c'est un prérequis chez nous. Et on s'était dit au départ, on va mettre à disposition cette terre d'un maraîcher qui pourra s'installer, qui pourra avoir son activité, et il aura la chance d'avoir une clientèle captive. Qui sont les collaborateurs du cabinet d'agronomie provençale. Et voilà, on trouvait ça bien. C'était pas une très grosse contrainte. C'était juste de mettre de la terre à disposition d'un maraîcher. Et le souci que je voyais à ça et qui m'a fait longtemps hésiter à le faire, c'est que le travail du maraîchage est extrêmement difficile et extrêmement mal rémunéré. Les chiffres nationaux sur les équilibres économiques d'un maraîchage bio, on est entre 500, 600, 700, je crois, euros par mois de revenus pour 50 heures de travail par semaine, 50 semaines par an. Et je trouvais que c'était pas acceptable moralement que nous, en tant que consultants, avec nos situations confortables, on se dote d'un maraîcher qui serait notre nourricier et qui travaillerait autant pour si peu de rémunération. Ouais. Donc, je voulais pas de ce système-là. Ouais. Donc, de ce constat, que finalement, ce qui pêche dans ce système, c'est que quand il y a une grêle, un gel, une sécheresse, un problème de sauterelle, de mauvaise production, ce qui sert de variable d'ajustement à cet équilibre économique, c'est le salaire du maraîcher. Et s'il ne produit pas de légumes, ce mois-là, il ne se donnera pas de salaire. Et il n'est pas normal, moral, que la sécheresse, ce soit uniquement le maraîcher qui en assume les conséquences sur son salaire. Et je trouvais normal que ce soit la communauté dans son ensemble, s'il y a un incident climatique, s'il y a un accident climatique, s'il y a un problème particulier, que ce soit l'ensemble de la communauté qui assume le problème. Donc, de manière assez naturelle, l'idée est venue de se dire, nous sommes 35 collaborateurs, on va en embaucher un 36e, et ce 36e-là sera le nourricier de la communauté. Il sera salarié du cabinet d'agronomie provençale. Il aura, quand il fera des heures sup, elles seront payées. Quand il pourra partir en vacances, il aura un salaire décent. C'est quand même révolutionnaire. Oui. Et les légumes qu'il produira pourront être vendus aux salariés qui le souhaitent. Et on essaiera bien sûr d'équilibrer le système en essayant que la vente de légumes aux salariés équilibre tous les frais. Très probablement que dans ce système-là, si on paye mieux le salarié que ce qu'il se serait payé lui-même, s'il prend des vacances, si on l'aide avec des occasionnels quand il y a des coups de bourre dans les travaux, il est possible que la vente, justement, n'équilibre pas tous les coûts. Et là, c'est pas grave, c'est l'entreprise, dans le cadre de sa RSE, qui prend en charge la différence. Et s'il y a quelques milliers d'euros d'écart, c'est l'entreprise qui le prend en charge. Et quelques milliers d'euros d'écart pour une entreprise de 35 salariés, c'est inaudible. Enfin, on le sent pas du tout passer.
quelques milliers d'euros d'écart pour un maraîcher, pour le salaire du maraîcher, c'est juste ça qui fait son salaire, en fait. C'est énorme. Et du coup, c'est cette première expérience, on va dire, pour votre propre entreprise qui a été le point de départ pour se dire on peut faire bénéficier de cette expérience et de ce savoir-faire à d'autres entreprises comme nous. C'est comme ça que le projet Potager et compagnie a vu le jour, je crois. Exactement. Donc, on s'est dit, en fait, j'ai fait ça pour moi et j'ai bien sûr parlé petit à petit à certains de mes amis chefs d'entreprise de mon concept. Et mes amis chefs d'entreprise ne sont pas forcément dans le monde de l'agriculture ou de l'œnologie. Il y en a qui sont dans la sidérurgie, il y en a qui sont dans le monde automobile. Enfin, aucun rapport. Et j'ai toujours une petite image de bobo bio. Amusante pour eux, qui sont dans le vrai monde du business. Et quand je leur ai présenté ce projet, je me suis dit, ils vont sourire, amuser, ils vont être peut-être un peu condescendants et voilà, je vais les faire rigoler. Et en fait, pas du tout. Quand je leur ai présenté le projet, il y en a plein qui m'ont dit, mais je veux aussi mon potager pour mon entreprise. Et quand je leur ai expliqué que c'était un peu militant et que c'était ce potager, a priori, il y avait peu de chances qu'il gagne, enfin, il y avait aucune chance qu'il gagne de l'argent et peu de chances qu'il équilibre et que très probablement, il y aurait un trou dans le business plan. Ils m'ont dit, mais si tu savais mon budget saut à l'élastique ou tour de karting pour faire de la RSE, moi, j'aime autant avoir un potager à la place. Et l'idée est venue comme ça, de me dire, si ça fonctionne chez moi, si je peux montrer un joli potager et montrer tous les chiffres et comment on a pu faire fonctionner ce potager, alors je vais pouvoir essaimer et proposer ces potagers à d'autres entreprises qui ne seraient pas du tout dans le monde agricole. Alors justement, le fait de commencer à essaimer ces potagers, c'est aussi essaimer de nouvelles pratiques, parce que justement pour sortir de l'imagerie du bobo bio, qui ne concernerait qu'une certaine partie d'entre nous, il y a des nouvelles pratiques, il y a derrière tout un mouvement autour de l'agroécologie. La ferme Saint-Georges est une ferme permacole, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut revenir sur justement ces notions d'agroécologie et de permaculture? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que ça représente dans une autre manière de produire et qui va aussi impliquer une autre manière derrière aussi de consommer, puisque tous ces écosystèmes fonctionnent ensemble, en quelques mots? Alors, en quelques mots, je vais donner quelques grands principes, parce que je pense qu'il y a autant de maraîchers en permaculture que de permaculture elle-même. Chacun a un peu sa vision de la chose. Mais il y a quand même un point commun. Alors, on parle de bio en général. Ça c'est peu contesté. On parle de culture biologique déjà. Donc, pas de produits systémiques ou qui seraient réputés dangereux pour la santé. Donc, ça, c'est un des premiers principes de base. Le deuxième principe qui est important, c'est qu'on ne considère plus le végétal comme une machine à produire, disons, un légume, sans travailler sur son contexte et son environnement, mais on travaille sur tout l'environnement. Donc, on n'essaye pas de soigner une plante, on fait en sorte que son environnement soit d'assez bonne qualité pour qu'on n'ait pas besoin de la soigner. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est qu'on essaye au maximum d'être en autonomie sur notre système, en faisant en sorte que chaque fonction de la ferme soit assurée par plusieurs acteurs. Par exemple, je prends un exemple très très basique, très simple. Pour fertiliser les légumes, on va avoir les fientes des poules parce que vous avez des poules et le fumier du cheval parce que vous auriez un cheval, par exemple. Donc chaque fonction, l'amendement et l'engrais est assuré, est assumé par plusieurs acteurs. Et chaque acteur sert à plusieurs choses. Donc, les fameuses poules font d'un côté du fumier, mais font des œufs.
Le fameux cheval fait du fumier, mais peut faire aussi de la traction et transporter les légumes hors du champ ou faire du labour, par exemple. Ce sont des exemples un peu caricaturaux, mais c'est l'idée de se dire que chaque chose a deux fonctions et que chaque fonction est assurée par plusieurs choses. Avec, dans le Graal, ce serait d'être complètement en autonomie. Alors, autonomie à l'échelle d'une exploitation, mais ça peut être autonomie à l'échelle d'une petite région. Ça peut être, par exemple, un restaurant qui est juste à côté du potager, qui nous amène ses épluchures et ses déchets de cuisine pour faire du compost, par exemple. Donc, le système permacole, c'est un système qui peut être à plusieurs échelles et on peut avoir un système permacole à l'échelle de son exploitation et puis à l'échelle du secteur avec les 3 voisins qui vous entourent et puis à l'échelle du village etc. En essayant d'être le plus cohérent possible sur un territoire. C'est vrai que ces modèles se développent et que même s'il n'est pas évident de passer d'une agriculture extensive avec une culture de la monoculture justement, avec une vision aussi de la production de volume et qui a été extrêmement on va dire destructrice pour les écosystèmes qui les accueillaient. Donc on est dans cette volonté de régénérer aussi nos écosystèmes et notre environnement grâce à ces nouvelles manières de cultiver. Pour revenir concrètement à l'hôtellerie-restauration qui justement ne sont pas a priori des agriculteurs, ne sont pas directement concernés par ces sujets, mais sont évidemment des consommateurs de ce que produit le monde agricole dans leurs restaurants et depuis peu peuvent devenir quand même eux aussi des producteurs. On a vu ces dernières années un certain nombre de projets fleurir, des fermes urbaines sur des toits d'hôtels, dans des jardins. Le groupe Accor notamment, je le mentionne parce qu'ils avaient annoncé développer 1000 potagers dans tous leurs établissements. On ne sait pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'était un projet qui était bien engagé. Pour vous, c'est quoi les principaux enjeux de ce type de projet, justement d'amener ce type de potager et de projets agricoles dans des établissements hôteliers, de restauration, qui sont d'ailleurs pour la plupart dans des environnements urbains aussi. Comment vous voyez ce mouvement-là? Est-ce que Potager et compagnie l'accompagne aussi, ou a le projet de l'accompagner? On a le projet de l'accompagner. On n'est pas très loin d'un restaurant, donc le cabinet d'Agroduprançal et la ferme dans laquelle on est installé, pas très loin d'un restaurant qui était intéressé par notre démarche. Et je pense que pour l'année prochaine, on va développer un partenariat avec lui pour que il ait un peu une action sur ce que l'on produit. Et qu'il ne soit pas uniquement un acheteur dans un rayon et qui décide de choisir la barquette de gauche ou la barquette de droite, mais quelqu'un qui va être capable de nous dire, moi j'aimerais telle variété de courges parce que je peux faire tel plat avec ça, j'ai une recette magnifique, mais je ne trouve pas cette matière première là. On a actuellement dans les tuyaux pour 2021 des partenariats de ce type. Ça fait complètement sens. On sent le courant qui va vers là. Après, on évoque beaucoup les questions d'approvisionnement et on a une manière de pouvoir sourcer la matière première qu'on va utiliser dans ces cuisines, soit directement sur place, soit de la manière la plus proche possible. Mais pour revenir sur les sujets de modèle économique, il y a aussi le fait de pouvoir développer une activité qui pourrait générer des revenus supplémentaires. Il y a un hôtel à Paris qui s'appelle Yuma, qui a notamment développé sur son toit tout on va dire un projet qui est entre le jardin partagé et la MAP, qui permet aux habitants du quartier, aux gens qui le souhaitent, de disposer d'une parcelle sur le toit de l'hôtel et contre un abonnement d'une dizaine d'euros par mois, de pouvoir bénéficier des produits de la récolte sur leur parcelle. Ça s'accompagne aussi d'un certain nombre de
services et d'activités, des ateliers cuisine, des actions de sensibilisation, etc. Donc il y a un modèle économique derrière ce type de projet. Comment vous voyez cette question justement de l'économie, vous l'avez un peu évoqué, derrière tout ça, et sur quel type de modèle vous travaillez aujourd'hui chez Potager et compagnie? Alors, il y a un point sur lequel je peux rebondir justement sur les jardins partagés, les AMAP, etc. Je pense très sincèrement qu'il faut remettre le maraîcher au cœur du système en faisant bien comprendre aux gens que un potager on ne s'improvise pas maraîcher, c'est un vrai métier, c'est un métier technique qui nécessite beaucoup de compétences et ce genre de système d'AMAP, etc. Ou de jardin partagé fonctionne en général s'il y a un coordinateur, s'il y a quelqu'un qui gère, qui coordonne, qui apprend, qui montre. Souvent, on voit des projets qui ne fonctionnent plus. Parce que le jardin partagé, s'il n'y a pas quelqu'un qui le coordonne et qui le tient en main, ça s'étiole et ça finit par ne plus fonctionner. Quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que quand j'ai lancé le projet de Potager et compagnie, j'ai lancé des annonces pour trouver des maraîchers, pour gérer les deux premiers potagers que je voulais créer. Et nous n'avons eu, mais strictement, que des Bac+5 qui ont répondu à cette annonce. Des ingénieurs agro, ok, pourquoi pas, mais des centraliens, des polytechniciens et des anciens qui avaient fait des écoles de commerce. Donc, c'était un mouvement complètement surprenant. Alors, j'insiste toujours là-dessus, pas que ce soit un critère de qualité, d'avoir un Bac+5, dans le maraîchage plutôt moins d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément l'expérience nécessaire, mais c'était vraiment intéressant parce que ça répondait à une quête de sens vraiment intéressante. Et je pense très sincèrement qu'il faut bien faire comprendre que le maraîchage, c'est un métier terriblement technique, en fait, qui demande des compétences très larges et que il faut commencer par le cheminement intellectuel par la compétence et la formation des maraîchers qui travaillent sur le site. Mais il y a aussi une forme de transmission des savoirs qui peut s'opérer parce que effectivement on est dans un monde où notamment les citadins ont été coupés beaucoup justement de cette terre qui les nourrit. Donc c'est aussi important de pouvoir retrouver quand même notre connaissance sur ces sujets-là, même si effectivement c'est aussi un métier. Les États-Unis qui sont sur certains aspects plus avancés que nous sur ces sujets-là, on a inventé le terme de community farmer. Donc, on est vraiment vraiment le maraîcher de la communauté, le fermier de la communauté. Justement, parlez-nous un peu des projets que vous avez dans les tuyaux. Quelles sont là les nouvelles aventures sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Donc, alors les deux premiers potagers, donc le premier c'était le mien, donc ça c'est un peu facile. C'était pour le cabinet d'agronomie, c'est le potager qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, de faire de la recherche et qui va nous servir aussi de terrain de jeu pour les formations que l'on va proposer. Le deuxième potager que l'on a créé, c'est un potager pour une entreprise qui s'appelle Soleil du Sud, qui travaille dans les énergies renouvelables, qui fait des panneaux photovoltaïques à Roquebaron, dans le centre Var. Et là, pour le moment, j'ai des demandes de plusieurs entreprises. Alors, aucune n'a encore décidé et validé le pas. Il y allait. En fait, j'ai donné rendez-vous à tous ces gens-là le 2 juillet parce que le 2 juillet, je vais inaugurer les deux premiers potagers pour qu'ils touchent et qu'ils voient ce que ça représente en termes d'investissement, en termes d'espace nécessaire, en termes de travail, en termes de contraintes, etc. Et dans les tuyaux, on a une dizaine d'entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Et je leur ai dit, attendez voir, je vous montrerai et on lancera en 2021, je pense, 2 ou 3 potagers de plus
parce que on est au rythme de l'agriculture et que je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus et que et ne serait-ce qu'à la rapidité des personnes qu'on sera capable de former parce qu'il y a extrêmement peu de gens capables de tenir un potager et le tenir en autonomie. Donc, il va falloir en plus beaucoup passer par la formation. Alors, donc, des entreprises qui sont pas du tout du secteur agricole, certaines qui sont du secteur un peu de la restauration. Donc, je parlais de la Bastide de Fontgouze, qui est un restaurant qui est à côté de chez moi, qui est intéressé par le concept et par être approvisionné par des légumes sur lesquels il pourrait avoir une influence. Un projet aussi sur Saint-Maximin qui peut être intéressant avec un restaurateur, et puis avec des collectivités, des écoles, etc. Donc pas mal de projets, je pense qui verront dont on pourra parler au mois de septembre. On va croiser les doigts pour début juillet. Vous parliez de formation justement. En quoi est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formations? En quoi elles consistent? Elles sont ouvertes à qui? Comment ça se passe? Alors, on fait une première formation le 30 juin qui est, alors ça c'est tout encore un autre volet, c'est sur la litière forestière fermentée. Alors, si je ne vais pas vous faire un cours sur la litière forestière fermentée tout de suite, pour aller vite, c'est en fait on redonne de la vie aux sols qui ont été un petit peu malmenés en ensemençant de la litière forestière, donc la petite couche, vous savez, la petite couche de feuilles, d'humus que l'on voit dans la forêt. Donc, on va chercher cette petite couche d'humus dans la forêt la plus proche. On la fait se développer et avec du petit lait, du sucre, etc. pour la faire se développer. Et on réensemence les sols un peu malmenés pour redonner de la vie en bactéries, en levures, en mycorhizes, etc. Donc, on fait un cours d'une journée le 30 juin là-dessus. Comment fabriquer sa propre litière forestière fermentée pour redonner vie à ces sols. Et puis ensuite, sur les mois de juillet et août, on va certainement faire d'autres formations. Alors peut-être aussi des formations sur l'apiculture, puisque nous, on est assez bien outillés. On a une mielerie déjà, on travaille déjà sur l'apiculture. Donc, comment gérer un rucher, comment aussi gérer un poulailler. Ça, les œufs, c'est quelque chose pour lequel il y a une demande immense. Importante. Ouais. Donc, comment gérer correctement un poulailler dès qu'on a plus de 2 poules? Bon, c'est savoir ce qui est important de faire pour le gérer. Et puis ensuite, à partir de l'automne, je pense des formations plus complètes d'une semaine sur j'ai envie de m'installer sur une petite ferme. De quoi j'ai besoin? Quelles sont les premières étapes pour m'installer? Oui. Quel beau programme. C'est vrai que encore une fois, on peut se dire que toute cette connaissance et ces savoir-faire peuvent être un peu loin de nous, alors qu'ils constituent vraiment des fondamentaux qui vont comment dire, impacter et les métiers de la restauration en particulier, les métiers de l'hôtellerie. Demain, on trouvera effectivement peut-être partout dans des établissements des espaces végétalisés. Ils existent déjà, mais des espaces de production, des poulaillers et toute une vie naturelle qu'on pourra retrouver dans les espaces d'hospitalité. En tout cas, c'est très prometteur. Donc, au-delà de donc il y a ces formations qui vont avoir lieu durant l'été, mais dans vos projets dans l'immédiat, dans les prochaines semaines, alors dans le contexte un peu particulier dans lequel on est, est-ce que vous avez des choses particulières qui vous attendent sur les prochaines semaines? Les premiers paniers qui vont sortir. On a fait notre première production la semaine dernière de radis. On est très, très fiers. C'était les premières productions de radis et de basilic. Mais on va vraiment sortir les premiers paniers, je pense, deuxième semaine de juin. Où vraiment là, donc du coup, les salariés des entreprises pourront acheter des paniers et donc on aura un système de paniers. La base du panier sera fixe, donc il y aura un demi-panier qui sera obligatoire entre guillemets, avec des choses assez classiques, tomates, courgettes. Et puis la deuxième moitié du panier sera à la carte et pourra être choisie par les salariés pour qu'ils puissent agrémenter leur panier selon leur goût et que ce ne soit pas complètement imposé, parce que ça a toujours un peu un petit écueil de se dire mince, j'aurais aimé plus de tomates et moins de courgettes ou l'inverse. Donc là, les gens pourront choisir pour moitié la composition de leur panier. Donc ça, là, on est en pleine organisation de ce système-là
pour que la deuxième ou la troisième ou plus tard semaine de juin, les paniers soient opérationnels. Beau programme. On arrive à la fin de cet échange. Encore merci beaucoup, Laurence, d'avoir pris le temps de nous parler de votre métier, de la manière dont vous le faites et des perspectives que ça peut ouvrir à des acteurs du secteur aussi. Juste pour finir, si vous aviez un message à faire passer aux hôteliers, aux restaurateurs qui nous écoutent, vous faites un parallèle que je trouve toujours intéressant avec l'œnologie. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Oui, c'est un parallèle que je trouve assez évident. Alors, je le vois notamment parce que je travaille beaucoup avec le domaine de Fontenay, hein, qui a vraiment tous les aspects, avec le vignoble d'un côté, avec le potager, les deux restaurants. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment travaillé ensemble depuis 7 ans, et donc je vois bien le parallèle. L'œnologie, en fait, dans les années 60-70, on considérait les œnologues comme des chimistes parce qu'ils s'occupaient de régler les problèmes des mauvais vins. Donc, il y avait un vin qui avait un problème et l'œnologue était là pour régler le problème du mauvais vin. Et petit à petit, à partir des années 70, 80, 90, donc avec ma génération un petit peu avant aussi, les œnologues sont remontés dans la filière vers l'amont en travaillant sur les raisins et en travaillant sur l'implantation des vignes, avec comme idée derrière que pour faire du bon vin, il faut d'abord des bons raisins. C'est un peu évident, mais ça l'était pas du tout dans les années 70-80. Et maintenant, ça l'est devenu. Et les œnologues, maintenant, de manière quasiment systématique, travaillent sur le raisin pour faire en sorte de ne plus avoir trop grand-chose à faire sur le vin. C'est une plaisanterie, mais c'est le travail est déjà à moitié fait si le raisin est de bonne qualité. Et je trouve que dans la restauration, on voit bien le lien qui est le même et le cheminement qui est le même, qui consiste à dire que la cuisine ne commence pas quand les légumes arrivent dans la cuisine. La bonne cuisine commence sur la qualité de la matière première, et ça, je pense que tous les chefs pourront le confirmer. Et l'idée serait que les chefs influent sur cette matière première et puissent avoir une action sur les légumes. Donc, un potager proche, alors qui appartient au restaurant dans l'idéal, mais ne serait-ce qu'un partenariat, une association ou des liens entre une cuisine, un chef et un potager qui serait dans son environnement proche, ça serait complètement logique et pertinent, je pense. Merci. Revenons à la source. Donc, merci beaucoup, Laurence, pour cet échange. Et merci à tous d'avoir participé à cette nouvelle conversation. Alors, on se retrouve ce jeudi 21 mai, même heure, même endroit, à 18h sur les chaînes d'Hôtel et Loge. Je vous le remercie encore de nous donner l'opportunité de pouvoir avoir ces échanges très, très enrichissants. Donc, la prochaine conversation, on parlera recrutement, et Laurence Faye de Singularité HFT aura le plaisir d'échanger avec Valérie Biche, qui est fondatrice du cabinet d'Executive Search Tovalea. Donc voilà, on se donne rendez-vous jeudi. Merci Laurence, merci à tous, et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. À bientôt. Au revoir.